Bon après-midi tout le monde, bienvenue aux 14h. Marianne Lapierre avec vous, voici ce qu'on suit. Vous avez sans doute déjà entendu parler de guerre de territoire pendant la période de la chasse. Est-ce que la pêche blanche peut également vivre le même problème? Il y a un amateur de pêche sur glace qui a vu, lui, sa cabane incendiée. Ça se passe à Sainte-Rose-du-Nord, au Saguenay. Jean, la municipalité a d'ailleurs alerté la Sûreté du Québec. Maintenant, les dernières années ont été difficiles sur le portefeuille pour bien des gens et malheureusement, certains doivent se priver de soins de base, dont les soins bucco-dentaires. Simon, d'ailleurs, selon sur cette annonce sur le TGV, donc entre Québec et Toronto, 1000 kilomètres de long, des trains entièrement électriques, des voies dédiées, voyez, de Toronto, Peterborough, Ottawa, Montréal, Laval, Trois-Rivières et jusqu'à Québec. Et il faut dire que ça réduit et considérablement les trajets Montréal-Toronto. Ça peut prendre 6 heures en voiture, 3 heures avec ce TGV qui va à 300 km/h quand même. Montréal-Québec, 2h30 en voiture à peu près, dépendamment du trafic, vous allez me dire, 1h30 avec le TGV. Pour réagir à cette annonce de projet, on va aller parler tout à l'heure avec le maire de Trois-Rivières, M. Lamarche, mais d'abord Michel Leblanc, qui est de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il est maintenant à 15 heures. Je retrouve à 15 heures, évidemment, avec grand plaisir, le collègue Paul Larocque. Bonjour. Bonjour, Paul. Marianne. Tu es éclatante cet après-midi. Non, mais vraiment. Je suis comme le soleil aujourd'hui. Absolument. Voilà. Annonce sur le TGV. Annonce, j'allais dire qui était attendue, mais qu'on a entendu souvent aussi. Est-ce que cette fois-ci est la bonne? C'est une excellente question. Un train à grande vitesse, bon, pour tous ceux et celles qui sont allés en Europe et qui ont vu à quel point c'est efficace. Rapide, fiable. Ouais. Moi, Marianne, à un moment donné, je couvrais le premier ministre du Québec et puis bon, Alstom nous a amenés dans un TGV, puis on est allé dans la locomotive avant. Ah oui? Et puis, écoute, c'est phénoménal. Je te raconte ça parce que à un moment donné, ils ont une feuille de bord, OK? Alors, le plan du voyage, le plan de vol, mais le plan du voyage. Et je t'assure d'une chose, à 17h24 minutes et 32 secondes, on devait passer à la borne 6500. Et on était là à 17h24 et 30 secondes et tout le long du voyage. C'est impressionnant. On n'a pas ce plan-là au REM, là, je pense. Non, disons, Via Rail non plus. Via Rail, il donne la semaine à laquelle tu arrives à la blague. Mais bon, on en parle. Et là, c'est quand même un changement de cap important, là, parce que le fédéral travaillait sur un autre concept, broche un peu, essayer d'améliorer Via Rail. Un train à grande fréquence, ouais. C'est ça. Puis en se servant des rails actuels du CN. Le problème est là, exactement. Donc, là, on y va pour la totale. C'est, en quelque sorte, l'héritage de Justin Trudeau. C'est ce qu'il veut laisser en héritage. Marianne, c'est le projet du siècle. C'est plus minimum 100 milliards, peut-être plus. Là, ils ont débloqué un peu moins de 4 milliards pour la première phase de préparation. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce projet-là va se faire. Ça ne veut pas dire ça. Bien, si les conservateurs sont au pouvoir suite à la prochaine élection... Ça ne veut pas dire que les conservateurs sont contre non plus. Non plus. Non plus. N'oublie pas, ils sont nombreux à Québec. Point d'interrogation. Exactement. L'autre question qui va se poser, si on a 100 milliards à investir dans un projet d'infrastructure, est-ce au bon endroit? Est-ce la bonne chose à faire dans le contexte actuel? C'est beaucoup d'argent. C'est énorme, mais en même temps, c'est un projet structurant qui aura des retombées économiques importantes. On parle de 35 milliards par année de retombées. Par année. Enfin, c'est ce qu'on dit. On n'est pas rendu là. À suivre. Oui. Parlons de cette divergence d'opinion, on peut le dire comme ça peut-être, entre le premier ministre Legault et Enrico Ciccone, député de Marquette, ancien hockeyeur. Ancien bagarreur. Ils n'ont pas jeté les gants, ça, il faut le dire tout de suite d'emblée. Non. Mais bon, je soupçonne ces deux-là d'être relativement amis, d'ailleurs. Hein. Ah, bon. Ouais. Ça part de ces 3 batailles en 9 secondes dont on a beaucoup parlé samedi de ce match entre le Canada et les États-Unis. Et là, bon, le premier ministre Legault, lundi, en a parlé parce qu'on lui a posé la question, ce qu'il pensait de ça. On va l'entendre, suivi de Enrico Ciccone, qui encore ce matin est revenu là-dessus parce qu'il dit qu'à micro fermé hier, lorsqu'il en a été question à l'Assemblée nationale, le premier ministre lui aurait dit que sa carrière est due justement aux batailles. On écoute. Pour ce qui est des 2 batailles des 2 frères Tkachuk, je trouvais ça un petit peu honteux, là, parce que je comprends, je suis pas contre les batailles,
Mais quand on veut se venger d'un coup vicieux, ça peut être une bonne idée. J'ai toujours fallu que je prouve à tout le monde qu'on n'est pas des imbéciles, les joueurs de hockey, qu'on est capable d'avoir une voix, qu'on est capable de faire changer les choses. Puis c'est pour ça que je suis à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est ma mission. Puis d'entendre le chef d'État me dire, bien là, toi, tu ne seras pas ici. Tu t'es pas battu. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, encore une fois, ça prouve qu'à l'âge de 54 ans, je dois démontrer que je suis une personne intelligente, que je suis une personne qui est capable de défendre les gens. C'est la question des batailles au hockey, pas chez les mineurs, là, on s'entend, là, ou pas en tout cas. Mais dans la plus Ligue vieux, junior majeure du junior Québec. majeure, LNH aussi. Une question qui divise les Québécois, c'est ce qu'on entend. Ciccone est dans le camp maintenant des anti-batailles. Des peace and love. Est-ce que le premier ministre aurait dû quand même prêcher par l'exemple? Bien, sur les batailles, Ouais. parce qu'il y a deux... Et par rapport à Ciccone? Il y a deux écoles. Bon, et là, mais là, juste préciser, parce que ce qu'aurait dit François Legault, parce que ça c'est les règles de l'Assemblée nationale. J'ai passé 17 ans là, c'est frustrant parce que tu entends des choses quand tu es dans la corniche en haut, mais tu peux pas, parce que les micros sont fermés, tu ne peux pas l'entendre. Le premier ministre aurait dit, tu n'aurais pas eu de carrière. Il n'a pas dit tu ne serais pas là comme député. Il a dit tu n'aurais pas eu de carrière. Donc, si tu t'étais pas battu, c'est ça. Ouais. Parce que Enrico, bon, c'est un grand gaillard, tu lui serres la main, je t'assure d'une chose, tu l'appelles monsieur. On s'entend là-dessus. Et puis, il n'était pas reconnu pour sa finesse, son coup de patin, il n'était pas reconnu pour dribbler. Il me faisait penser, je sais que tu aimes beaucoup l'ancien compte, Marianne. Ben oui. Te souviens-tu de Mac Templeton dans l'ancien compte? Si je m'en souviens. Le personnage de Régent Tremblay qui était le dur du national. Et là, qui, à un moment donné, il décide de changer du tout au tout et devient moine. Te souviens-tu, Régent Tremblay avait fait de... Ouais, je ne veux pas dire un parallèle avec Ciccone. J'imagine mal Enrico avec une soutane. Salut, M. Ciccone, j'imagine mal. Mais tu sais, il est passé de l'autre côté, là. De l'autre côté, contre les batailles. C'est un peu ce que, probablement, que François Legault soulevait en chambre. Parce que parce qu'il était un bagarreur, c'était un redresseur de tort, justement, quand un de ses coéquipiers était attaqué. Ciccone, c'était son rôle, c'était son travail. Il a mené une carrière de plusieurs saisons dans la Ligue nationale avec ce rôle-là. Mais maintenant, bon, il plaide pour l'abolition des batailles. Voilà, la table est mise. Mais bon, j'imagine mal encore, j'y pense. Ciccone en soutane, non, ça fonctionne pas. Parlons en terminant du ministre Jean Boulet. Donc, projet de loi veut finalement pouvoir intervenir lorsqu'il y a grève ou lockout avec des services qui ne sont pas nécessairement jugés essentiels, mais qui peuvent l'être, en tout cas, à son sens, à lui. Est-ce que c'est une bonne idée? En tout cas, si ce n'est pas pour plaire aux syndicats, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Alors qu'il y a une relative paix syndicale, on le remarque en ce moment, c'est vrai que les conventions ont été renouvelées. Mais Marianne, donc, carrément, Québec s'inspire du cadre à Ottawa. Parce qu'on a vu le ministre du Travail, Sylvain McKinnon, à 2 reprises, se prévaloir des dispositions. Et c'est exactement les mêmes instruments. Au port, etc. Exactement. Et puis, c'est exactement puis dans le secteur ferroviaire aussi, les postes. Il veut se prévaloir des mêmes instruments. Et là, il y a une zone grise. Là. Dans quel cas ça pourrait s'appliquer, même au secteur privé? Et puis, bon, au niveau du droit, ça pose la question, là, c'est reconnu dans la Charte, le droit de grève. Alors, si tu viens toucher à ça, est-ce que ça va résister aux tests des tribunaux? Mais bon, le ministre donnait l'exemple, par exemple, au cimetière, ici à Montréal, il y a eu une grève interminable, et puis, tu sais, les familles qui vivaient un deuil qui ne se terminait pas en raison de ce conflit de travail, il pourrait l'invoquer, dit-il. La grève, pas les garderies, mais la grève qui s'est prolongée 22 jours ouvrables, je pense à la FAE à l'époque, il aurait pu l'invoquer au nom de la sécurité sociale ou la cohésion des enfants. Alors donc, à suivre, j'ai hâte de voir en commission parlementaire aussi le test des tribunaux. C'est pas évident, mais en même temps, est-ce qu'il ne vient pas répondre à une faille? Parce que les syndicats ont eu un jugement favorable il y a quelques années de la Cour suprême, un jugement qui fait en sorte que les gouvernements ne peuvent pratiquement plus utiliser ce qu'on appelait les lois spéciales, ce qu'on faisait à l'époque des lois spéciales. C'est vrai. Quand de très, très rares occasions. Alors donc, ça vient suppléer, au fond, aux lois spéciales. On verra pour la suite. On va suivre ça. On en parle, elle ajoute. Ben oui, on va t'écouter. Merci, Paul. Mac Templeton. Mac Templeton. Et Enrico Ciccone. 15h30, le moment où je retrouve le collègue Pierre-Olivier Zappa. Bonjour. Salut Marianne. On revient sur ce projet de TGV. On en parle beaucoup et pour cause aujourd'hui. As-tu déjà acheté ton billet Montréal-Québec? Presque. Ça donne le goût. Ben, ça donne le goût de se promener. On se dit, tiens, qu'est-ce que j'irais faire à Toronto? C'est le fun, Toronto, de temps en temps et tout ça. Mais ça fait 40 ans qu'on en parle. D'ailleurs, regarde derrière nous. Oui. Tu le vois? Ça, c'est en 1993.
Montréal-Centreville à Québec en 1h28 minutes. C'est une publicité de Bombardier et de Alstom. On sait que Alstom a avalé la division ferroviaire de Bombardier. Alors, tu as raison de dire que ça fait des décennies qu'on en parle. Belle promesse, mais beaucoup de contraintes aussi, là. Et beaucoup de questions. Et je me dis, prenons quelques minutes pour faire le tour des enjeux économiques autour de ce grand projet de TGV qui a été annoncé aujourd'hui. D'abord, est-ce qu'on a un marché qui est suffisamment grand dans l'axe Québec-Windsor, Québec-Toronto pour un train grande vitesse, un TGV? La réponse est oui, parce qu'on est le seul pays du G7 à ne pas avoir de TGV. Et lorsqu'on regarde ce corridor Québec-Ontario, c'est l'un des 3 plus importants corridors du G7, donc un des 3 les plus populeux, qui n'a pas de train à haute vitesse, qui n'a pas de TGV. Alors, il était temps qu'on se dote d'une telle infrastructure. Si on regarde la Californie, qui traînait également de la patte, on pense à un axe comme San Francisco, San Diego, il y a déjà des projets qui sont sur la table. Ça faisait partie des axes très populeux qui n'étaient pas dotés d'une telle infrastructure. Mais là, on en fait l'annonce aujourd'hui. Est-ce que ce sera la bonne? On l'espère, mais peut-être qu'on s'en reparlera dans 40 ans, Marianne, et qu'on aura une publicité comme ça derrière nous et qu'on se dira, souvenez-vous, en 2025 de l'annonce. Ce sont nos enfants qui seront là pour en oui. parler. Moyen, bon, plus rapide, on le disait, 300 km/h, moins polluant parce que électrique? Assurément moins polluant parce que, bon, on va remplacer ultimement des autobus, on va remplacer des véhicules sur la route. Mais lorsqu'on fait le calcul des trajets, je sais que vous l'avez fait, vous avez donné l'exemple des trains actuels et des véhicules pour, par exemple, faire un Montréal-Québec. Regardons ensemble les données avec, par exemple, un train Via Rail actuellement. On est à 3h15 et ça, c'est si vous êtes chanceux, si vous ne croisez pas de train de marchandises. Parce que vous le savez, ceux qui ne sont pas familiers avec le trajet Montréal-Québec en train de Via Rail, il y a une priorité pour les trains de marchandises. Et ça fait en sorte que ces trajets-là peuvent être pas mal plus longs. C'est plus long qu'en voiture, en fait. C'est plus long qu'en voiture, exactement. Mais lorsqu'on prend, on va prendre 2 exemples de TGV. On va prendre le TGV à 148 km/h. On est à 2 heures pour faire un Montréal-Québec. Là, on est sur un TGV comme on en voit beaucoup en Europe. Mais si on prend un modèle de TGV comme on en voit au Japon, par exemple, qui sont beaucoup plus rapides, plus récent? 227 km/h, technologie différente. Okay. On parle de trains qui sont plus onéreux et qui sont plus rapides. On est à 1h20 pour faire un Montréal-Québec. Vous voyez, la différence, elle est importante. J'ai hâte de m'entretenir ce soir avec Martin Imblot. C'est le grand patron de Alto, la nouvelle société de la Couronne qui s'occupe de ce projet-là. Et je vais lui poser la question concrètement. On s'attend à quoi comme vitesse et comme temps de déplacement avec le futur TGV au Canada? Bon, tu disais le plus rapide, plus cher, mais là, disons qu'on rêve, là. Oui. Ça va coûter quand même cher, là. En fait, commençons par le passager. Combien on va payer notre billet pour faire, par exemple, un Montréal-Québec? En faisant un calcul rapide, si on regarde les trains les moins chers en Europe, en France notamment, les TGV les moins chers, on sera à peu près à 100 $ du billet. En faisant le calcul par 100 km, j'arrivais à peu près à 110 $ le billet, mais ça pourrait monter jusqu'à 250 $. Et ça fait encore partie des questions qu'il faudra se poser rapidement. Combien les gens seront prêts à débourser pour faire de tels trajets. Maintenant, combien ça va nous coûter comme contribuables? Combien ça va coûter au gouvernement fédéral? On estime que c'est dans la fourchette entre 100 et 200 millions de dollars. Mais si on regarde ensemble les évaluations de coûts au fil des dernières décennies... Est-ce que tu as dit millions? Je pense. C'est milliards? C'est milliards. Oui, mais je ne suis pas sûre d'avoir mis ça. Si j'ai dit millions, là, c'était probablement au début du siècle dernier. Oui, on aurait sauté là-dessus. Hein, on parle de milliards. En 1993, on évaluait le projet à 9,3 milliards de dollars dans le même axe, un axe similaire. Le prix a grimpé en 2011 entre 19 et 21 milliards. Là, on est plutôt autour de entre 100 et 200 milliards. Évidemment, c'est l'effet de l'inflation. Beaucoup d'inflation. Vous le disiez avant d'entrer en onde, Marianne, on aurait dû sauter dans ce projet-là dans les années 90, c'est vrai. En même temps, il n'est jamais trop tard. C'est comme le marché immobilier. Si on se reparle dans 20 ans, ça va coûter encore plus cher se doter d'une telle infrastructure. Et faut-il le rappeler, on est le seul pays du G7 à ne pas avoir de TGV. Et ce sera intéressant d'entendre M. Imblot aussi sur la neige. Avec ce qu'on vit avec le REM, est-ce qu'on pourrait s'attendre à d'autres problèmes aussi avec le TGV? C'est une question fort pertinente. Est-ce que quelques centimètres de neige pourraient paralyser une telle infrastructure? La vérité, puis on va le voir sur les images, Marianne, c'est qu'ailleurs dans le monde, puis j'ai sorti des images de l'Allemagne, mais on aurait pu prendre le TGV entre Helsinki et Saint-Pétersbourg, on aurait pu prendre des images au Japon,
pont de la ville de Sapporo, du secteur de Sapporo. Il y a des quantités de neige qui varient. Là. Ça va de petites accumulations à de très importantes accumulations où les TGV composent très bien avec ces précipitations. Vous le voyez, là, ce TGV-là est pas mal plus résilient que le REM de la caisse de dépôt. C'est une bonne nouvelle. Par contre, ce qu'il va falloir surveiller, c'est plutôt la chaleur. L'été. Lorsqu'on vit des périodes de canicule intenses, et les Européens vous en parleront, on doit réduire la vitesse de ces trains-là parce que les rails surchauffent, ont tendance à surchauffer. Donc, la chaleur représente un défi. Évidemment, la neige également. Il faut penser que le train pourrait être forcé de décélérer, de ralentir dans le cas où on ferait face à des tempêtes. Mais a priori, ce ne sont pas les avaries de la météo qui empêcheraient une telle infrastructure de fonctionner. Le défi de la météo est présent. L'autre défi, c'est qu'au Canada, Marianne, on a une loi qui exige qu'à partir de 177 km/h, le train doit emprunter un viaduc et non un passage à niveau. Alors, tu sais, quand vous voyez les barrières fermées, c'est parce que le train circule à une vitesse supérieure à 177 km/h. Donc, vraisemblablement, on va devoir construire beaucoup de viaducs. Ça, c'est cher. Et ça, c'est cher. C'est ce qui fait que la facture du TGV, elle est onéreuse. C'est justement parce que passer ce cap des 177 km/h, il faut enjamber des axes routiers. Quand on voit certaines distances, je pense à Montréal, Québec, c'est envisageable de le faire. Par contre, lorsqu'on arrive dans des secteurs qui sont plus densément peuplés, la construction de viaducs, c'est coûteux et c'est complexe. Vraiment très intéressant tout ça. Hâte de t'entendre ce soir. À 20h30 en direct sur LCN. Merci, Marianne. Merci, Pierre-Olivier.